Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, on s'intéresse aux décrocheurs. Alors les NEET, c'est un mot peut-être qui vous dit quelque chose, on va en parler. Ils vont quitter la voie professionnelle, c'est un coût évidemment social, économique. On va en parler avec Valérie Daher, directrice générale de Break Poverty Foundation. On fera le point avec elle avec un livre et une étude Solidarité décrochage, notamment à propos de ces jeunes. On en parlera dans quelques instants, elle est notre invitée. Le cercle RH, féminiser les filières scientifiques. Alors on en parle beaucoup, il y a une prise de conscience, mais ça avance très lentement. On va en parler avec nos invités, Valérie Ferré, qui est la vice-présidente de 3D Expérience, Nathalie Mousselon, la fondatrice de ESTP au féminin, avec un événement justement pour valoriser ces jeunes femmes ingénieures, et puis Gabrielle Piot, justement la lauréate de cet événement, trophée ESTP, catégorie se lancer. Elle est rentrée d'ailleurs dans une entreprise autour de la décarbonation. Voilà nos invités pour le cercle RH, et on terminera avec le livre de Smart Job, 100 jours pour révéler votre leadership. Voilà une belle promesse, et on aura son autrice Delphine Zanelli, conférencière et auteure de cet ouvrage. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Un sujet de société dans Bien dans son job, un sujet économique, social et presque psychologique. Les décrocheurs, les NEET, ceux qui ont quitté la voie scolaire, ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui sont dans cette zone grise et qui sont un peu perdus. C'est un vrai sujet de société qu'adresse Valérie Daher. Bonjour Valérie. Bonjour. Très heureux de vous accueillir, directrice générale de Break Poverty Foundation, avec ce livre dont on va découvrir qui est le fruit d'une étude, d'un travail de très grande ampleur, les décrochés de la voie professionnelle. Ça, c'est votre édition, puis vous avez fait une conférence de presse pour le présenter. D'abord, l'état des lieux à travers ce livre et à travers votre travail. Les décrocheurs, c'est combien de jeunes qui sont dans cette zone grise, sans emploi et ayant quitté la voie professionnelle sans diplôme? Alors, ils sont environ 600 000 en France, mais le chiffre le plus grave, c'est qu'aujourd'hui, 60% des décrocheurs scolaires en France sont issus de la voie professionnelle. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le décrochage, ce n'est pas toutes les voies de formation, ce n'est pas tout le système éducatif, c'est concentré en fait sur un nombre restreint d'individus, et une grande partie d'entre eux en fait sont des élèves qui sont issus de la voie professionnelle, 60% du décrochage. Donc des jeunes qui faisaient un CAP, un BEP Tout à fait. mécanique, blanchisserie, qui au bout d'un an vont le quitter. Vous nous dites en fait en creux que ce sont des jeunes qui ont été à l'origine mal orientés. Alors oui, il faut d'abord rappeler en fait que la voie professionnelle, ce n'est pas une petite voie, puisqu'aujourd'hui en fait, c'est environ un tiers des élèves, donc 700 000 élèves après la troisième vont dans la voie professionnelle. C'est une voie en fait qui concentre beaucoup de difficultés. D'abord, 70% des élèves de la voie professionnelle sont des élèves qui sont issus de milieux défavorisés, et ces élèves en fait ont en moyenne 6 fois plus de difficultés que les élèves de la voie générale, ce qui veut dire en fait que ces élèves ont pour la très grande majorité d'entre eux redoublé une ou plusieurs classes avant d'arriver. Donc une sorte de filière de l'échec, quoi. Alors, on va essayer de pas le dire comme ça, en fait, parce qu'il y a quand même un nombre significatif d'élèves qui réussissent en voie professionnelle. Mais effectivement, ceux qui échouent sont des élèves qui, souvent, en fait, à partir de la 5e, 4e, sont en grande difficulté à l'école, au collège. Et on les oriente à ce moment-là. Et en fait, on va les orienter très tôt vers des filières en fait qu'ils ne choisissent pas forcément, et puis en fait ils se retrouvent effectivement en mécanique, en service à la personne, et 3 ou 4 mois après on les voit sortir du système scolaire parce qu'ils sont évidemment peu motivés. Des jeunes qui vivent en marge de l'emploi, on l'entend, c'est un vrai enjeu pour notre économie puisqu'on cherche aujourd'hui quand même plus d'1 million d'emplois. Et puis c'est quoi, des jeunes qui en marge de l'emploi, et est-ce qu'on peut aller plus loin en disant en marge tout court? Alors oui, ce sont des élèves qui sont, comme je le disais, en fait, un peu en marge de la société parce qu'ils ont souvent décroché très tôt du système scolaire. En fait, ce qu'on voit en France, c'est que les mécanismes de déterminisme sociaux sont assez clairs. Des élèves défavorisés ont des difficultés d'apprentissage dès le CP. Ils vont cumuler ces difficultés en fait pendant tout le cycle du primaire. À partir de la 5e, de la 4e, ils ne comprennent plus les consignes. Aujourd'hui, en fait, on voit des professeurs dans la voie professionnelle qui nous disent que sur une classe de 15 personnes, ils ont 3 élèves qui ont le brevet des collèges et la moitié des élèves uniquement qui comprennent les consignes. Donc, ce sont des élèves qui sont en grande difficulté, qui ont donc vécu le système scolaire en fait comme un échec. Et en fait, derrière le drame scolaire, il y a surtout un drame humain. C'est-à-dire que ce sont des élèves en fait, et des jeunes qui perdent confiance en l'avenir, qui perdent confiance en la démocratie, des gens qui vont effectivement se retrouver souvent en dénonçant le système, voire par la violence.
la violence, la délinquance, parfois des peines d'emprisonnement, qui est un vrai sujet, mais on fait quoi? Vous nous dites notre modèle éducatif est malade. On a accompagné des élèves pendant des années et au bout de 8, 9, 10 ans, ils ne connaissent pas les consignes. Il est malade. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, d'abord, notre premier message, c'est qu'il faut agir très tôt. Donc, en amont même de la voie professionnelle et de l'orientation en voie professionnelle, qui, comme je le disais, en fait, est subie. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que dès les premières années, en fait, de scolarité, dès la maternelle, dès le CP, il faut mettre des moyens supplémentaires dans les quartiers les plus défavorisés. Il faut faire en sorte, en fait, que ces élèves aient du temps et des moyens supplémentaires et les professeurs les mieux qualifiés, en fait, pour pouvoir pouvoir dédoubler les classes, accompagner. il faut le préciser, qui n'a pas été une mauvaise mesure. Alors c'était une bonne mesure et qui porte ses fruits, mais il y a encore des enjeux, notamment pour changer les méthodologies et plus individualiser les parcours de formation. Donc il y a d'abord un enjeu à agir très tôt. Mais ensuite, une fois qu'ils sont dans la voie professionnelle, et c'est ça le point clé de notre étude, c'est qu'il faut en fait les accompagner pour éviter qu'un quart d'entre eux se retrouve ça, c'est votre boulot éloignés aussi, hein, durablement. Alors c'est notre boulot, effectivement. Donc que ces jeunes se retrouvent éloignés durablement en fait de l'emploi. Et pour ça, on a deux convictions. La première, c'est qu'il faut donner plus de temps aux élèves, et la seconde, c'est qu'il faut donner plus de moyens au système. Alors, plus de temps aux élèves, c'est d'abord, en fait, faire en sorte qu'ils ne subissent pas cette orientation tout de suite. Et pour ça, un exemple portugais, par exemple, nous inspire beaucoup, où ils mettent en place, en fait, une espèce d'année de césure. C'est-à-dire une année où l'élève va toucher à tout, va, en fait, connaître différents métiers, ce qui va lui permettre, pendant cette année, indépendamment... Sans subir une orientation, en fait. Non, alors d'abord, on va pouvoir en fait renforcer ses compétences en mathématiques, en français, sur les fondamentaux. Et effectivement, on va lui ouvrir plusieurs portes pour qu'il puisse choisir la porte qu'il préfère. Donc il y a déjà cet enjeu-là, en fait, en termes de temps. Il va également falloir donner à cet élève des moyens supplémentaires. Et on croit profondément à la mobilisation de la société civile autour de ces jeunes. Nous, on prône, par exemple, pour des dispositifs de mentorat. Il faut renforcer le mentorat. Ça peut être des mentors étudiants ou des mentors salariés qui vont aider ces jeunes pendant leur parcours. Il nous reste trop peu de temps. On peut aller sur votre site pour, si on veut être mentor, si les gens veulent s'engager pour vous. Tout à fait. Ils peuvent donner, j'imagine, de l'argent. Alors, ils peuvent nous soutenir financièrement pour mettre en place ces dispositifs, mentorat, parrainage de classe, auquel on tient également beaucoup. Et puis, effectivement, on plaide également pour plus de moyens, notamment pour les professeurs. Et un enjeu clé, c'est de remettre en fait les lycées pro dans les zones d'éducation prioritaire pour que les professeurs aient plus de moyens. Qui sont des sujets politiques par ailleurs, qui sont des sujets essentiels. Vous soulevez là, à travers ce travail et ce livre, un sujet essentiel pour notre vie démocratique aussi. On ne l'a pas évoqué, mais c'est aussi l'enjeu de l'engagement démocratique de cette jeunesse. Les décrochés de la voie professionnelle, on vient de voir la couverture. Allez sur le site de Break Poverty Foundation pour pouvoir apporter peut-être votre contribution et aider ces jeunes. Merci infiniment pour votre soutien. Merci Valérie, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. On tourne une page, on s'intéresse aux jeunes filles en école d'ingénieur. Alors elles ont choisi leur voie, la bonne voie, mais il y a trop peu de jeunes ingénieurs aujourd'hui qui rentrent dans nos entreprises, dans nos belles entreprises. Comment faire? On en parle avec mes invités. C'est le thème du débat et c'est le cercle RH. Le cercle RH pour parler de la féminisation des filières scientifiques. Alors pas qu'ingénieurs scientifiques d'une manière plus globale, mais aussi évidemment des jeunes filles ingénieurs qui sont pas assez nombreuses. On l'entend régulièrement sur ce plateau avec des dirigeants qui nous disent on manque d'ingénieurs et on manque de femmes ingénieurs. Peut-être vous prouvez le contraire sur le plateau dans quelques instants quand je vais vous présenter mes invités. Tiens, commençons par notre lauréate, la jeune ingénieure Gabrielle Piot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc lauréate de ce trophée ESTP au féminin. Vous nous en parlerez. Et vous êtes aujourd'hui dans la catégorie se lancer. Et vous êtes dans une entreprise qu'on a reçue indirectement sur ce plateau, 2 tonnes, puisqu'elle intervient chez Bouygues Télécom. Et donc vous faites partie, on y reviendra d'ailleurs. Hein. Je m'attendais à Gabrielle qui rentre chez Thales, qui rentre. Ben non, chez Dassault Systèmes, bien sûr. Chez Bouygues. Évidemment, chez Bouygues. Alors j'ai travaillé chez Bouygues. Mais vous travaillez dans une entreprise qui traite de la décarbonation. On va en parler avec vous, c'est très intéressant. Valérie Ferré, tiens, merci d'être la vice-présidente 3D Expérience EDU. Vous n'aimez pas ce sigle. Vous vous occupez des programmes d'éducation chez Dassault Systèmes. Et donc, évidemment, c'est un vrai sujet, cette question de la féminisation des ingénieurs et des carrières scientifiques. Vous avez monté, on y reviendra dans quelques instants, un programme. On en parlera avec vous. Et puis Nathalie Mousselon, qui est fondatrice de ESTP au féminin. Donc, c'est vous qui, avec quelques collègues bénévolement, organisez ce bel événement
pour mettre en avant ces jeunes diplômés ingénieurs de l'ESTP. Vous êtes vous aussi ingénieur, hein, Ingénieur ESTP. ESTP et consultante par ailleurs, en ayant eu une carrière dans l'industrie. Exact. Avant de parler à Dassault Systèmes et la manière dont l'entreprise crée de l'attractivité, on va en parler, mais cet événement-là, d'abord, il vous prend du temps, c'est quand même de la sueur. Pourquoi vous êtes engagé aussi fortement sur ce sujet? Donc, je me suis engagée aussi fortement sur ce sujet en 2010. Donc, les femmes sont minoritaires dans le secteur, dans les formations, dans les filières scientifiques. Et à l'ESTP, on a quand même malgré tout 34% de femmes. Et quand je suis arrivée en région parisienne, j'ai toujours beaucoup fait d'associatifs. Donc, je suis rentrée dans l'association des À votre alumni. époque, excusez-moi, il y avait combien de femmes dans votre filière, dans votre cursus? Écoutez, il y avait moins de 5% de femmes à l'ESTP de manière générale. Ça va mieux. Ah, ça va nettement mieux et on est une des écoles d'ingénieurs qui a le pourcentage le plus fort. Parce que politique d'attractivité, parce que l'événement que vous avez organisé il y a quelques semaines pour mettre en valeur Gabriel et quelques autres. Côté Dassault Systèmes, parce que là on est côté école, c'est intéressant, avec une femme qui s'engage dans l'associatif. Vous êtes une entreprise, une très belle entreprise. Vous vous occupez de ces programmes. Vous n'êtes pas ingénieur. Alors, Je ne dis rien de mal en le disant. mais je dirige des ingénieurs. Voilà, c'est ça. Comment une entreprise... On est à peu près 70% d'ingénieurs chez Dassault Systèmes. Donc, on a une population d'ingénieurs, on a une entreprise d'ingénieurs et de sciences et d'industrie. Et aujourd'hui, on a 29,7% de femmes, très précisément, avec un objectif de 30% de femmes à l'horizon 2027. Donc pour nous, le sujet de la féminisation... Vous gagnez 0,3 en 2 ans. On investit beaucoup pour gagner pas beaucoup de points chaque année, effectivement. Et l'enjeu, c'est où plaçons-nous nos efforts? Et donc effectivement, aujourd'hui, les entreprises industrielles se font concurrence sur un terreau de femmes relativement faible. Le STP est un bel exemple d'école, mais en général, la représentation des femmes en école d'ingénieurs, c'est plutôt dans les alentours de 20%. Et aujourd'hui, il y a 24% de femmes ingénieurs en France. Donc, il y a des clichés, il y a des stéréotypes familiaux, il y a l'idée que c'est pas pour moi, c'est pas un métier pour moi, il y a de ça quand même. Oui. Nous, notre conviction aujourd'hui, c'est qu'on manque d'un imaginaire collectif. Donc, on manque d'un imaginaire sur ce qu'est le métier d'ingénieur. Les rôles modèles aussi de femmes qui le racontent. Voilà. Pas uniquement, de mon point de vue, pas uniquement. Je pense qu'on manque d'un effet de masse. Des rôles modèles, il en existe beaucoup, mais les rôles modèles, ils peuvent avoir une tendance très élitiste. Et en fait, on manque d'un effet de masse. Valérie, vous nous parlerez d'augure, mais Nathalie, vous piaffez d'impatience de nous le dire. Oui, il y a un problème de rôle modèle. Oui, il y a des clichés. Oui, il y a des clichés, et on manque de rôle modèle. Et d'ailleurs, l'éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale a lancé à la rentrée un plan filles et maths qui s'appuie sur 3 choses. La formation des professeurs, parce que mine de rien, ils ont constaté que chez les professeurs, il y a des biais. Ils s'en rendent pas compte, mais bon, on est en train de les sensibiliser à ces biais. Ça s'appuie aussi sur la rencontre avec des rôles modèles qui vont insuffler l'envie de se lancer dans des filières scientifiques ou dans des métiers de sciences et technologies. Et puis, sur de l'application des quotas. Donc, on veut aujourd'hui 20% de femmes ingénieures en 2026, 20% de femmes ingénieures dans les classes préparatoires scientifiques. Donc, c'est-à-dire en 2026. Donc on va faire des quotas, Ils font des quotas, oui. Ouais, Et 30%. Le mot qui fait peur en France, je peux permettre de... Oui, alors les quotas, moi je ne suis pas très favorable, mais bon, l'éducation nationale vient de... C'est un petit peu comme les femmes dans les COMEX ou dans les conseils d'administration. Si on n'y arrive pas par la parole, il faut y arriver par la loi. Exactement. Gabriel, c'était intéressant. Vous êtes devenu ingénieur. Vous avez reçu ce prix. Vous faites partie de ces lauréats dans la catégorie Se lancer. On est très fiers. On se dit, tiens, on va accueillir quelqu'un qui va nous ouvrir le capot de l'IA. Ben non. Vous avez choisi une structure passionnante qui s'appelle 2 tonnes, on lui fait un petit coucou, qui parle de décarbonation, qui monte des programmes dans des entreprises. Pourquoi vous n'êtes pas rentré dans une filière purement scientifique? Il y a 2 réponses à ça. C'est que déjà, initialement, je suis quand même allée travailler, donc on parlait de Bouygues, je suis allée travailler chez Bouygues, mais plutôt en conseil. Et puis en fait, moi, ça vous a pas plu parce que vous n'êtes pas resté? C'était plutôt par opportunité. En fait, moi, je suis très engagée sur les sujets environnementaux depuis mes études, grosso modo. La nouvelle génération.
Exactement. Pas que, parce que j'ai vu beaucoup de disparités, justement. Il y a effectivement une part de ma génération qui est très engagée et une part qui est très désengagée. Mais il n'y a pas forcément de génération climat. Donc, Mais est-ce que par rapport à l'éducation que vous avez reçue scolaire, je parle de votre école d'ingénieur, est-ce que vous réussissez à la déployer? Qu'est-ce que vous apporte ce savoir d'école d'ingénieur pour faire du partenariat dans une école une structure qui bosse dans la décarbonation? Qu'est-ce que ça vous apporte? Il n'y a pas un peu de perte en ligne là quand même? Peut-être, mais après, alors déjà, moi, ça m'apporte beaucoup de gestion de projet. C'est quelque chose que des ingénieurs savent très bien faire. On nous apprend ça vraiment. Donc il y a une méthodologie. Oui, et ça, c'est vraiment là où on apprend à gérer un projet. Ouais. Donc ça vous aide. Ça m'aide beaucoup. Et c'est vrai que initialement, c'est pas forcément là-dessus qu'on m'attendait dans mon entreprise, mais on a remarqué ça. On dit en fait, oui. Je dis oui. En même temps, à l'ESTP, effectivement, on apprend à bien gérer les projets, à bien gérer les timings. Donc Valérie Ferré, si je conviens à la logique de Gabriel, Dassault Systèmes va recruter des normaliens. On est d'accord. Les entreprises de décarbonation vont recruter les ingénieurs pour la méthodo et on va prendre des footballeurs pour gérer la gestion logistique. Enfin, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a de toute façon beaucoup de choses qui vont être transformées dans les années à venir, notamment avec l'IA, où il y a beaucoup de domaines scientifiques et techniques qui vont devenir plus accessibles grâce à l'IA. Donc de toute façon, des compétences clés comme la gestion de projet, des compétences clés comme l'appréhension de la multidisciplinarité vont rester essentielles et vont être d'autant plus essentielles. Mais effectivement, je trouve dommage que Gabriel n'exerce pas son métier d'ingénieur. Voilà. Je m'excuse pour 2 tonnes. Vous, la directrice des programmes, quand même, on parlait de quotas. Il y a beaucoup de gens qui observent ce sujet de la féminisation de certains métiers, de certaines filières, et on est sur ce sujet. C'est pour des enjeux purement économiques ou il y a des enjeux, je dirais, plus psychologiques, plus fins sur ce que peut apporter une femme versus un homme dans sa manière d'aborder le travail? Où on est dans un simple sujet, je dirais, de travail parce qu'on manque de main-d'œuvre et qu'il faut remplir ses postes? Les deux, je pense que c'est un enjeu, d'une conviction forte de la diversité sous toutes ses formes qui contribue à la richesse de l'entreprise et donc au développement de l'entreprise. Donc ça, c'est d'abord cette conviction-là et la conviction donc de la diversité au sens le plus large possible et de la diversité des genres notamment. C'est un élément de diversité. Donc, et ça, c'est vraiment, je pense qu'il y a peu de personnes aujourd'hui. Malheureusement, il y a quelques personnes qui remettent ça en cause dans d'autres pays que la France, heureusement. Donc ça, c'est la première chose, cette conviction. Et puis la deuxième chose, c'est une raison très pratique de disponibilité des compétences. D'accord. Donc effectivement, ça je crois que c'est France Ingénierie qui le dit, il y a le plan stratégique France 2030 où on identifie qu'on va manquer encore de 20 000 ingénieurs en France pour pouvoir faire notre développement stratégique. Colossal. Donc il y a aujourd'hui un vivier qui n'est pas suffisamment utilisé, qui est le vivier des femmes. Donc très pratiquement, il faut aller chercher les femmes sur nos métiers d'ingénierie et nos métiers techniques. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous allez jusqu'au collège? Vous allez jusqu'à l'école primaire? Qu'est-ce que vous faites? Justement, nous, groupement ESTP au féminin, donc on s'inscrit pleinement dans cette démarche d'aller expliquer nos métiers qui sont passionnants aux élèves de collège, aux élèves de lycée. Alors les collèges dans lesquels on a des jeunes, comme Gabriel, ou dans les lycées dans lesquels on est allé, donc soit suscités par l'école, soit de manière bénévole, encore une fois, et dans les écoles de nos enfants. À travers des conférences, à travers des rôles modèles. Les collèges et les lycées aujourd'hui organisent des samedis complets à ce que les parents viennent expliquer leur métier. Donc là, c'est vraiment l'occasion. Ça se fait en école primaire aussi, d'ailleurs. Alors aujourd'hui, je pense que ça se fait aussi en école primaire. Je suis plus dans le circuit, moi, des écoles primaires, mais je sais que dans les collèges, ça se fait, dans les lycées aussi. Et puis, un groupement alumni comme le nôtre, eh bien, on fait aussi d'autres événements qui permettent de débattre de sujets comme tout ce qui touche... Je trouve que les choses avancent, même si on est encore loin du compte, et je le concède. On voit encore les enjeux et la bataille que vous menez. Quand vous êtes sorti de l'école, vous vous êtes pas posé de questions, vous vous êtes pas dit je pars dans la décarbonation ou dans l'enjeu de la déforestation en Amazonie. Vous vous êtes dit je pars dans la filière. Je challenge évidemment. Gabriel, oui, je me sens challengée. Challenger évidemment. Vous êtes resté dans le cœur du réacteur en sciences. Oui. Alors moi j'ai travaillé dans le pétrole pour commencer. Ouf. Donc en raffinerie. Gabrielle n'est pas contente là. Oui, si. Ouais. Moi j'étais en raffinerie chez Esso en Normandie. Vous regardez avec des gros yeux une femme ingénieure en Normandie. pétrole. Et j'ai quitté cette usine
parce que le patron de l'usine ne voulait pas me mettre responsable de production. Je voulais faire de la production. Parce qu'une femme. Parce que j'étais femme C'est et pas que un j'avais métier de des femme. enfants. Eh oui. C'était pas un métier de femme. Ah ouais, Donc je suis incroyable. rentrée chez Citroën, dans une usine de PSA qui était une usine Citroën à l'époque. À Poissy, peut-être. Non, à Caen. À Caen. En Normandie. Ouais. Et là, j'ai un patron d'usine qui m'a dit Banco, moi j'ai besoin de femmes dans Je mon crois en usine. toi. J'étais la seule femme. Ça, c'est un modèle. Oui, alors, Et Gabriel aussi qui va me répondre parce que je l'ai je challengé. partage quand même pas votre optimisme sur les choses avancent. Alors, les choses avancent depuis 40 ans, oui. Trop Les lentement. 10 dernières années, elles n'avancent plus. D'accord? Ouais, trop Donc, lentement, oui. depuis 10 Mais ans, ça vient quand même de l'école, dans les ça, à écoles l'origine. d'ingénieurs Ouais. particulièrement, on stagne aux alentours de 20%. Donc, ça, c'est quand même une réalité. On n'arrive plus à progresser dans les écoles d'ingénieurs. Donc, maintenant, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on y arrive? Et c'est pour cela, donc, côté d'Assosystème, on a lancé donc, cette application web qui s'appelle Augure. Augure. On n'a pas vocation à aller adresser directement Augure, aux jeunes femmes. O-G-U-R-E, hein. G-U-R-E, Ouais, faut tout bien. à fait. Donc c'est une application web gratuite sur laquelle on ne collecte pas de données, sur laquelle il n'y a pas de marque d'Assosystème. On ne fait pas du tout cela pour promouvoir quelque produit que ce soit. Ce qu'on fait, c'est pour s'assurer effectivement qu'on va avoir la création d'un imaginaire collectif sur ce qu'est le métier d'ingénieur pour une jeune femme, pour essayer de casser ce plafond des 20% dans les écoles d'ingénieurs sur lequel on stagne depuis 10 ans. Il nous reste peu de temps, Gabriel, envie de revenir après l'expérience, parce que c'est aussi des expériences, la vie d'un ingénieur, à travers 2 tonnes, de peut-être repartir chez Dassault Systèmes, tiens, pourquoi pas. Tu es la bienvenue. Vous vous sentez On bien fait beaucoup d'éco-conception. Ouais, voilà. Avec des jumeaux numériques, avec plein de choses. Exactement. Oui, on fait des jumeaux numériques. concrètement, aussi avec le Gabriel. SCP. Vous vous sentez bien là où vous êtes, ou vous dites peut-être que je repasserai ensuite dans des sciences plus dures dans 5 ans, 10 ans? Je me sens bien là où je suis et après, je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Ce qu'on disait avant, c'est que pour moi, l'ingénieur, c'est une personne qui répond aux problèmes de société. Aujourd'hui, il y a des problèmes de société qui sont assez évidents, les sujets environnementaux, les sujets sociaux, la polarisation, également comment on va naviguer dans un monde un petit peu en crise durant ce 21e siècle. Et je considère qu'il y a énormément de manières différentes d'y répondre. Moi, 2 tonnes, c'est un projet que je connais depuis longtemps, dans lequel je suis engagée depuis 2021-2022, initialement en tant que bénévole. Et C'est une évidence presque pour vous là. j'ai eu cette occasion en fait où un des 2 cofondateurs est venu me voir et donc à ce moment-là je me suis dit oui ça m'appelle bien et ça fait 2 ans que j'y suis, je m'y sens très bien. Donc c'est pour ça que j'y reste. Après, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. On ne dit pas de relance, Gabriel. Vous avez gagné votre prix Se Lancer. C'était quoi votre projet? Enfin, comment vous l'avez gagné votre prix? Le projet, c'est surtout parler de mes engagements en tant que très jeune diplômée, des engagements qui ont commencé dès mes études. Ce que vous venez d'évoquer. Cette cohérence entre votre engagement bénévole et le fait Tout à qu'aujourd'hui fait. vous le poursuivez C'est ça. dans votre réalité professionnelle. Tout à Vous fait. êtes une ingénieure, effectivement, moderne, du 21e siècle. Et j'aimerais bien revenir un instant aussi. Je vais Très rapidement, juste hein, c'est un instant. hein. Un instant, alors. J'élargis juste aussi, même de manière générale, moi, sur le secteur que je connais, qui est l'économie sociale et solidaire, où, effectivement, c'est un secteur qui est très féminisé. Il y a 68% de Oui. femmes dans ce secteur. Et donc, l'enjeu d'avoir des femmes, c'est un enjeu important. Pour moi, l'enjeu qui est primordial, c'est aussi de les représenter, qu'elles soient présentes dans les conseils d'administration, aux présidences, etc. Aujourd'hui, dans l'ESS, selon le Conseil supérieur de l'ESS, c'est pas le cas. C'est le dernier mot. En tout cas, il y a de la maturité, il y a de l'ambition aussi politique. Je ne parle pas d'ambition professionnelle, mais il y a un vrai message politique dans ce que vous venez de nous dire. Merci à vous, Valérie Ferré, Dassault Systèmes. Je vais commencer par Thalès, quelle erreur. Dassault Systèmes, en charge des programmes d'éducation avec Augure, un programme autour de cet engagement, de ce prosélytisme. Merci à Nathalie Mousselon, à l'origine avec d'autres collègues ingénieurs, de ce prix ESTP au féminin, avec l'une des lauréates, Gabrielle Pio, qui est avec nous et que je remercie, qui a gagné le trophée ESTP dans son engagement. Merci à vous 3 mesdames, c'était un vrai plaisir. Et puis vous parents, poussez aussi vos filles à partir dans des filières scientifiques, à devenir ingénieurs. Oui, faites-le. On tourne une page, tiens, on parle du leadership, parce qu'il faut être ingénieur, mais il faut aussi parfois des leaders, on en parle, et c'est le livre de Smart Job.
Le livre de Smart Job pour terminer notre émission, pour parler des managers, la manière de révéler son leadership. 100 jours pour révéler votre leadership, écrit par Delphine Zanelli. Elle est notre invitée, elle est conférencière, auteure, sortie chez Vuibert. Il ne faut jamais oublier l'éditeur qui accompagne les auteurs. Bonjour Delphine. Bonjour. Concrètement, 100 jours pour révéler votre leadership, c'est une belle promesse. Qu'est-ce que vous avez mis dans ce livre de vous, de votre histoire? Tout. En fait, mon histoire, elle a commencé il y a bientôt 30 ans, en accompagnant des managers sur le volet plutôt de leur communication et puis après sur le développement des managers et le développement de leur leadership. Et j'ai mis tout ce que j'ai vu fonctionner pour eux et pour moi, parce que j'ai été aussi manager, je me suis heurtée, je me suis pris les mêmes murs, comme je le dis souvent. Et voilà, j'ai mis tout ce que j'ai vu fonctionner, j'ai essayé de faire un parcours le plus digeste possible, accessible à tout type de manager, puisque je travaille, je donne des conférences et je travaille avec des managers aussi bien des dirigeants que des managers de première ligne dans les services comme dans l'industrie. C'est vraiment un parcours, pour ceux qui nous regardent, c'est un parcours concret de 15 semaines où vous Oui. prenez par la main, où vous prenez par la main le manager. Donc ils doivent suivre ce parcours. Hein. C'est bien ça le sujet. On picore pas. Il y a des livres où on va picorer. On peut picorer ou pas dans votre livre? Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Bien sûr, mais il faut quand même... Mais moi, je vous conseille de faire le parcours. Pourquoi j'ai fait ce parcours? C'est que moi, j'apprends beaucoup. Et je vois les managers qui sont très formés, qui ont besoin de plus d'accompagnement. En fait, ils ont besoin de quelque chose qui catalyse un peu tout ce qu'ils ont appris. Et donc, j'ai essayé de mettre un ordre pour leur permettre de faire ce chemin de manière le plus autonome possible et pour pouvoir révéler ce leadership. C'est quoi l'ordre que vous fixez, vous, à travers votre expertise, à la fois de manageuse, de conférencière et d'autrice? On commence par quoi et on termine par quoi dans le bon parcours, sans spoiler le livre? Alors, je l'ai basé sur la méthode que j'ai créée qui s'appelle Lead for Impact, Lead for Leadership, 4 pour 4 étapes. Impact, parce que ça part de l'impact que je veux avoir. Et donc, la première étape, c'est d'identifier votre leadership et l'impact que vous voulez avoir par des questions très concrètes de l'observation du quotidien, parce que je voulais que ça soit accessible à tout le monde. Une photo d'abord, c'est la photo de soi-même. C'est la photo, mais vraiment la photo en regardant son quotidien, sa vie de manager, et voilà, passé et futur, et présente, pardon. Ensuite, on va amplifier ce qu'on a vu. Donc, on a vu quelles étaient nos zones de leadership, on va les amplifier, on va comprendre quelles sont les compétences, qui rentrent en jeu dans ce leadership et comment on va pouvoir les développer. Ensuite, on va ritualiser, c'est la troisième étape, parce qu'en fait, une fois que vous avez identifié, il faut mettre dans la matière. Donc, on va identifier juste une ou deux choses qu'on va les faire. rituels, c'est des points de passage, des moments d'écoute, d'attention, on parle avec le collaborateur, il y a quand même ces enjeux-là dans le manager. C'est complètement ça, mais c'est ceux qui vont permettre d'exercer notre leadership. Donc pour certains managers, ça va être la création de certains moments d'échange avec leurs équipes. Pour d'autres, ça va être de mettre en place des rituels de feedback. Pour d'autres, ça va être des rituels plus personnels de réflexion. En tout cas, c'est adapté évidemment à la personnalité, au schéma, à la photo qui a été faite au départ. Voilà, au leader qu'on veut être, au leadership qu'on veut développer. Ouais. Pas du tout. En revanche, je donne beaucoup de pistes de rituels et dans mes conférences, j'en partage aussi beaucoup pour pouvoir permettre aux managers d'identifier le ou les rituels et souvent, il suffit de peu pour que ça transforme complètement leur impact. Et la dernière étape, elle est fondamentale, c'est transmettre. Et c'est transmettre pourquoi? Parce que c'est la quintessence du leadership, la transmission, mais c'est aussi quelque chose qui est très important aujourd'hui, quelle que soit notre expérience. Et aujourd'hui, on dit que les plus jeunes, mais je dirais que c'est très général, ont envie d'être inspirés par leur manager et vous inspirer quand vous transmettez. Et transmettre, c'est pas enseigner, c'est transmettre votre parcours, vos questions, vos doutes, ce que vous avez appris, etc. Merci Delphine Zanelli. Ce livre à parcourir, quand je dis à parcourir, c'est-à-dire à suivre le parcours de ces 15 semaines. Alors c'est intéressant, vous pouvez même le jouer en temporalité, c'est intéressant, de jouer jusqu'au bout l'histoire de ce livre, à travers l'expérience, le parcours, et peut-être aussi le diagnostic que vous avez fait de vous-même au départ, puisqu'il faut pouvoir se situer. 100 jours pour révéler votre leadership, sorti chez Vuibert. L'autrice était avec nous aujourd'hui, Delphine Zanelli, que je remercie. Et moi, je vous remercie également. Au plaisir. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à Charles à la réalisation, merci à notre ami ingénieur du son, merci à Nicolas Juchat, évidemment, qui m'accompagne dans mon oreille. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.